Ce podcast vous est proposé grâce à Léa Nature, spécialiste français de l'alimentation bio, saine et gourmande, avec sa marque pionnière, Jardin Bioéthique, lancée en 1995, à retrouver en grande surface. Jardin Bioéthique, c'est plus de 550 produits bio, du petit déjeuner au dîner. Et depuis son lancement, Jardin Bioéthique n'a eu de cesse de participer au développement de filières bio de qualité, durables et éthiques, et à la relocalisation des approvisionnements et de la fabrication en France. Merci infiniment à notre partenaire pour ses engagements en faveur de notre bien-être et de l'environnement. Bienvenue dans la saison 4 de Métamorphose. Chaque semaine, je vous invite à la découverte de sujets lumineux avec des personnalités qui portent une voix d'éveil des consciences. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h. Et si c'était dans les rythmes de saison que se logeaient les clés d'une pleine santé? On sous-estime bien souvent l'importance de la saisonnalité dans nos menus, emprunts parfois à la facilité que l'on soit seul, en famille ou sur notre lieu de travail. Mon invité du jour est chef de cuisine de la célèbre Guinguette d'Angèle à Paris, naturopathe et auteur de livres sur la cuisine saine et bio. Dans son nouveau livre de recettes, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, elle démontre par A plus B l'importance de s'adapter aux saisons en ce qui concerne notre alimentation. Poêlée de poivrons, tomates sarrasin, chou-fleur épicé au lait de coco ou encore pumpkin latte, sa cuisine novatrice va nous donner l'eau à la bouche et inspirer nos futurs plats. Elle vient aujourd'hui nous partager ses conseils simples et pratiques pour bien démarrer chaque saison, gérer son énergie et soigner peut-être les rhumes saisonniers. Vous aurez évidemment reconnu Angèle Ferremag. Évidemment, bonjour Angèle. Bonjour Anne. Alors, comment ça va aujourd'hui ? Alors, quand je suis ici, je vais toujours très bien. Voilà, hors antenne, on parlait bébé, alimentation et tout ça, c'est toujours joyeux chez toi, là. C'est presque une petite pouponnière. Ouais. Il y a beaucoup de gens qui ont des bébés à la Guinguette, dans les gens qui travaillent. Il y en a de plus en plus, pour mon plus grand plaisir, il y en a de plus en plus, oui. Ouais, c'est chouette ça. Alors, suite à notre dernier podcast, je redonne le numéro, c'était le 174 que nous avions fait ensemble. On parlait d'une nourriture bienfaisante pour petits et grands. Et aujourd'hui, je pensais qu'on pouvait parler évidemment de ton nouveau livre et de notre alimentation selon les saisons. Est-ce que pour toi, l'alimentation est vraiment le pilier majeur de notre santé, ou est-ce que l'alimentation fait partie d'un ensemble de pratiques de santé ? Pour moi, ça fait évidemment partie d'un ensemble. C'est un des piliers qui est très important avec le sommeil, l'activité physique, les relations avec les autres, bien sûr, la gestion du stress. Oui, pour moi, l'alimentation, c'est quand même une grande partie. Ouais. Sur quoi tu vois qu'elle a un impact particulièrement, justement toi, même peut-être pour toi, tu vois, dans le quotidien. Même pour moi. Alors déjà, globalement, on sait aujourd'hui que des carences en oméga 3 peuvent mener à la dépression, que l'immunité réside en partie dans le système digestif. Donc on sait que ça a des impacts sur notre quotidien réel. Et pour moi, personnellement, je vois que quand je mange mal, que je grignote tout le temps, que je suis beaucoup plus irritable, beaucoup moins fraîche, que j'ai des boutons qui sortent, ouais. Des cernes, enfin ça se voit, c'est immédiat, vraiment, c'est très très rapide, je trouve. T'as l'impression quand on s'est déshabitué aussi d'une alimentation un peu junk ou plus industrielle, on le paye aussi plus vite. Oui, c'est vrai. J'ai parfois, en tout cas, en ce qui me concerne, ce sentiment. Non, c'est vrai. Oui. Parce qu'en fait, mais c'est plutôt très bon signe. Ça veut dire que notre corps dit non. C'est pas du tout. Et c'est bien, il n'est pas habitué à être un mouton et à accepter ce qu'on lui donne, même quand c'est toxique. Et donc, parfois, on fait des gros boutons immédiatement après, où on se sent vraiment très lourd et tout ça. Mais c'est plutôt une bonne. Ce qui n'est pas normal, c'est que c'est nos corps malades qui acceptent de continuer à consommer des aliments néfastes. Oui, comme si presque ils avaient baissé la garde et qu'ils n'en pouvaient plus, quoi. C'est un peu la sensation que ça me donne, moi. Oui. Alors, selon l'adage, on dit qu'il faut prendre un petit déjeuner de roi, un déjeuner de prince, un dîner de mendiant. Et qu'est-ce que tu conseilles, toi, en matière de rythme d'alimentation ? Est-ce que c'est propre à chacun ou il y a quand même des grandes choses qui se dessinent ? Alors, c'est vrai que c'est propre à chacun, qu'on n'est pas tous foutus pareil, mais que cette règle-là est plutôt bien.
mais on parle peu de la composition des repas. Et en fait, les petits déjeuners qu'on connaît, le petit déjeuner avec beurre, confiture, jus, boisson sucrée, etc., c'est pas du tout ce qu'on devrait prendre le matin. Par contre, on devrait plutôt prendre des petits déjeuners salés, du pain au levain complet avec une purée de légumes dessus, ou une purée de sésame, ou des graines germées, un œuf, ou du chèvre, ou un peu de jambon selon nos habitudes alimentaires. Et le sucre devrait arriver que pour le goûter. À 16h, ce serait le moment où on pourrait manger du fruit, du miel, des fruits du miel, ou le moment où on pourrait avoir une touche sucrée, en fait. Même pas après la fin du repas du midi? Non. Idéalement non, parce qu'en fait, les sucres sont des sucres rapides, donc vont se digérer rapidement. Et souvent, pendant les repas, on consomme ou des protéines ou des féculents qui prennent du temps en fait à être digérés. Et ça, les temps de digestion, on n'en parle pas assez, mais c'est quelque chose qu'on devrait vraiment respecter. Et c'est pour ça que la tartine, par exemple, avec de la confiture, c'est une aberration. Parce qu'en fait, le pain demande 3 à 4 heures pour être digéré, alors que la confiture, c'est un sucre rapide, ça va avoir besoin seulement de 30 minutes. Donc à un moment dans la digestion, le pain va être digéré trop rapidement, donc moins bien digéré, peut-être stocké éventuellement, et le sucre rapide va être digéré de façon trop longue, donc va fermenter ou putréfier, selon ce qu'on mange. Donc en fait, on devrait vraiment donner le temps, et le dessert sucré à la fin, c'est pas une bonne idée. Oui. Il vaudrait mieux ou isoler le sucre, ou le consommer une demi-heure avant les repas. C'est vrai qu'on a reçu aussi Jessine Chospé avec son best-seller Glucose Goddess dans le podcast Graines de métamorphose. Ça revient vraiment à la mode de reparler de la glycémie. C'est important pour toi? Pour moi, même si chez les naturaux, en fait, ça a toujours fait partie de votre formation, j'imagine. Bien sûr, ça fait partie de notre formation et c'est une vraie clé. C'est tellement... C'est tellement has-been, en fait, les calories. Ouais. Compter les calories, aujourd'hui, on sait que c'est pas du tout notre truc, les naturaux, de voir les calories, mais plus la glycémie, les temps de digestion et tout ça. Et moi, à titre personnel, la glycémie me touche particulièrement parce que mon grand frère est devenu diabétique quand on avait 12 ans, quand il avait 12 ans. Donc, tout d'un coup, tout jeune, on a dû penser nos repas, nos goûters, les anniversaires de façon différente. Mais c'était génial. Enfin, pour moi, ça a été un cadeau. Au-delà de toute la souffrance et de la tristesse que j'ai eue, de me rendre compte tôt que l'alimentation était intimement liée à la santé. Et qu'en fait, lui, s'il ne faisait pas attention à son alimentation, il pouvait tomber dans les pommes, être en hypoglycémie, en hyperglycémie. Donc, physiquement, je le voyais. C'était devant mes yeux que c'était important. Donc, tu as été informée effectivement très jeune. On revient au petit déjeuner. Tu parlais des boissons à prendre au petit déjeuner. C'est vrai que beaucoup de gens prennent encore du jus d'orange. On sait en naturo, je crois qu'il ne faut surtout pas le prendre le matin, par exemple. Oui, il faudrait vraiment éviter. Déjà, c'est acidifiant, le jus d'orange. Mais aussi, ça fait un pic de glycémie. Et en fait, dans les jus, on enlève les fibres. Donc, ça peut être intéressant quand on fait une cure de jus ou une monodiète, ce genre de choses, parce qu'en fait, on ne lance pas la digestion. Donc ça peut être intéressant de consommer des jus de légumes comme ça. En revanche, des jus de fruits facilement tous les jours comme ça, c'est pas judicieux. Ou alors il faudrait rajouter des fibres à côté. Par exemple, manger des noix ou une branche de céleri. Bon, ça paraît un peu bizarre, mais en fait, l'idéal, c'est plus le produit est brut, mieux c'est en fait. D'accord, ouais, pas trop de transformer même soi-même. Exactement. Ouais. Alors, on va commencer par ce podcast par la saison d'hiver. On va passer un peu en revue les 4 saisons avec les bonnes pratiques, un peu tes quelques menus préférés, des ingrédients. Et puisque là, on est dans la bonne saison, on va vers l'hiver. Est-ce que l'alimentation peut soigner la dépression hivernale? Et qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour booster notre immunité et puis notre morale peut-être en cette période de l'année? Alors c'est vrai que l'hiver, déjà c'est une période en médecine traditionnelle chinoise de repos, d'introspection, de calme. Donc peut-être essayer d'être en accord avec ça, de se dire que c'est ok en hiver, de ne pas être surproductif, de ne pas absolument, que ce soit au travail ou socialement, de pas aller à fond partout. Peut-être que c'est une période où on peut accepter d'être chez soi, de rien faire, de s'ennuyer, de penser. Et par rapport à l'alimentation, déjà, les fruits de saison en hiver,
sont naturellement, parce que la nature est tellement bien faite, sont riches en vitamine C. Exactement, c'est ça. Et c'est pour ça qu'on retrouve en hiver toutes ces petites baies. C'est assez incroyable. Donc, j'ai une baie, par exemple, dans mon jardin, c'est de l'aronia. Je ne sais pas si tu connais, c'est une toute petite baie qui est bourrée de vitamine C. Incroyable, ça c'est génial. Les arbouses aussi. Et c'est tellement magique quand même quand on se rend compte que la nature, dans ces périodes un peu dures, nous offre ce dont on a besoin. Et qu'en fait, on n'a pas besoin d'aller à l'autre bout du monde. Mais aussi, c'est la période intéressante pour consommer des légumes secs. Oui. Donc, des légumineuses comme les lentilles, les pois chiches, les haricots. Il faudra les faire tremper avant. Ça va nous aider à les cuire beaucoup plus rapidement, à faire en sorte qu'ils soient plus digestes et même à lancer la germination, donc à changer un petit peu leur composition. Des céréales complètes aussi qui sont riches en magnésium, donc ça va nous aider à nous motiver, etc. Donc comme le sarrasin, le riz demi-complet, ce genre de céréales. On peut prendre aussi tous les jours une petite poignée d'oléagineux pour les bonnes huiles ou consommer des bonnes huiles crues. Donc on peut prendre un peu d'amandes, on peut consommer des huiles de noix, de noisettes, de lin. Qu'on cuit pas, là c'est vraiment à mettre comme ça par-dessus une salade. Exactement. Une salade, en hiver il n'y en a pas trop, ou par-dessus même une soupe. Par-dessus une soupe. Et moi, j'aime bien faire des salades d'hiver, des salades un peu tièdes. Ça change même le mot, parce que j'ai remarqué que même la poésie, le mot autour des plats est important, en fait. Bien sûr. Et donc, une salade avec des légumes un peu tièdes ou rôtis, avec des bonnes sauces et tout ça, c'est... Plus de tubercules. Plus de tubercules, des couleurs. On peut mettre du pois chiche, un peu croquant. On peut mettre... plein de choses, même des herbes aromatiques séchées qu'on aurait séchées, ou faire des sauces à base de verveine sèche, par exemple, de romarin. Enfin, il y a tellement de choses qu'on peut faire. Mais c'est vrai qu'au niveau de l'immunité, par exemple, on peut rajouter des plantes un peu l'immunité à ces plats pour l'hiver. Ah oui, on peut vraiment booster. Moi, je le fais un peu spontanément, même dans le biberon de mes enfants, de faire des infusions. En général, le matin, je fais une grande infusion dans une grande théière, donc avec du thym, du romarin ou du gingembre, du citron, de l'artémise parfois, enfin de ce que je trouve un petit peu autour de moi. Et puis après, en fait, je l'accommode. Donc soit je les mets dans les gourdes pour moi et les enfants, soit je mets dans les biberons, soit même à la fin de la journée, quand il en reste, ça m'arrive de faire cuire le riz avec, par exemple, ou dans les cette céréales. haute tisane. Oui, exactement. Ah ouais, c'est pas une mauvaise idée, ça. On récupère tout, c'est super. En termes de compléments alimentaires, qu'est-ce que tu pourrais... On va revenir évidemment à un menu, un exemple de menu peut-être pour l'hiver, et peut-être à ton plat de fête favori aussi. Mais en termes de compléments alimentaires, qu'est-ce que tu pourrais recommander ? Tu cites par exemple cuivre, or, argent, des oligo-éléments, choses comme ça, c'est important ? Oui, c'est important. Les cuivre, or, argent, c'est quand même super, ou même l'argent colloïdal, simplement. On le trouve dans les magasins bio ou dans les herboristeries. Ça n'a pas de goût. On peut en donner aussi aux enfants. Et ça, c'est vraiment bon pour l'immunité. Ça nous aide vraiment. Enfin, moi, j'ai remarqué qu'on n'a pas le nez qui coule chez nous, et je mets vraiment en place ces petits rituels que tout le monde adore. En plus, c'est assez sympa. Maintenant, on en trouve même en spray. D'accord. Ouais, donc toi, ça peut être ampoule ou spray, c'est ça ? Ampoule ou spray. La vitamine D aussi. On a un manque de sommeil, donc on peut prendre de la vitamine D, des oméga 3. C'est bien. Donc, soit dans l'alimentation, qui reste le geste le plus joli, entre guillemets. Donc, en écrasant des petits poissons gras comme du maquereau, des sardines, le foie de morue. Moi, j'adore le foie de morue. Je sais que ça fait pas l'unanimité, mais... Ah, moi, j'adore ça aussi. Quand on aime ça, on aime vraiment ça, je trouve. C'est terrible. Et parfois, en fait, je me demande même si quand on a des fringales de foie de morue, c'est parce qu'on manque peut-être de vitamine D. Alors ça, Anne, c'est quand les gens comme toi qui sont sains et qui n'ont pas plein de candidose ou de pathologies qui pourraient nous appeler, qui sont en fait, c'est pas notre désir, mais notre... ou alors des problèmes affectifs ou manque de sommeil, etc., où on pourrait avoir envie d'aller vers un aliment qui n'est pas sain pour nous. En fait, naturellement, les êtres humains sont attirés par ce dont ils ont besoin. Donc, quand on est en bonne santé et qu'on a des pulsions, des envies comme ça,
En général, c'est toujours des envies saines, et c'est que notre corps appelle ce dont il a besoin. C'est extraordinaire. Après, c'est vrai que parfois, on peut avoir des pulsions qui partent sur une base d'envie saine, par exemple le chocolat à petite dose, et qui peuvent devenir après des formes d'addiction. Ouais, bien sûr. Et c'est pour ça que l'idéal, c'est de consommer peu et de grande qualité. Parce que quand on consomme un chocolat de grande qualité, on n'a pas envie, en fait, de prendre la tablette. C'est ça. Pas vrai. On est très vite rassasié, et pas seulement la satiété. On a une satiété globale, presque énergétique, en fait. C'est ça. On est comblé. Produit La Ruche, peut-être aussi, tu recommandes en hiver ? Alors moi, je suis tellement reconnaissante dès que je vois une abeille ou n'importe quel pollinisateur, même une guêpe, une mouche. Je suis pleine d'admiration pour le travail qu'elles font déjà pour nous. Mais les abeilles sont quand même des petits soldats l'hiver qui nous aident tellement. Donc dans La Ruche, tous les produits de La Ruche, je pense qu'ils sont tous... J'aime bien alterner les cures. Déjà le miel, je fais une petite préparation pour toute la famille le matin, ou pour la semaine, on peut le faire, avec du gingembre râpé, un peu de propolis, du miel, de la vitamine D. Je mélange comme ça, et puis tout le monde vient prendre sa petite cuillère. C'est sympa. Ah oui. Mais donc il y a le miel, évidemment, qui peut nous aider aussi quand on a la gorge irritée à faire une fine pellicule, parce qu'on sait aujourd'hui que les sirops en pharmacie sont pas tellement... efficace, mais cette petite pellicule qui va nous soulager peut être intéressante, et puis aussi il booste l'immunité. Il y a aussi évidemment la propolis qui est faite que les abeilles vont digérer l'espèce de cire qu'il y a sur certains bourgeons, et c'est grâce à la propolis que la ruche va être protégée et complètement stérile presque. Donc la propolis, c'est hyper intéressant. Pour les enfants, on peut en trouver sans alcool, parce qu'on a besoin, comme c'est une matière très dure à être solvable. Enfin, oui. Elle est souvent diluée dans de l'alcool. Et puis, alors, le pollen frais, évidemment. Le pollen frais, super à mettre sur les compotes, sur les purées, sur les soupes, à consommer comme ça à la cuillère. Moi, j'en raffole. La gelée royale, on peut faire des cures de gelée royale. C'est important pour la gelée royale, d'ailleurs, tous les produits de La Ruche, mais de regarder la provenance. Oui. Parce que beaucoup viennent de Chine. Et en fait, en Chine, il y a souvent une maltraitance des abeilles, quelque part. Elles sont trimballées, etc. Il n'y a pas beaucoup de conscience. De conscience, voilà. Je crois que pour certains cancers, ou pour des terrains cancéreux ou des cancers déclarés, il faut faire attention. Je crois que c'est avec la gelée royale, parce qu'en fait, ça favorise la croissance aussi. Oui, exactement. D'ailleurs, c'est le pollen aussi. On le conseille pour les enfants qui ont du mal à grandir pendant les périodes de croissance. Et en fait, tout ce qui va stimuler la régénérescence cellulaire et tout ça, ça va être déconseillé, évidemment, pendant les cancers. Il faut faire très attention à ça, bien sûr. Voilà, donc si on a une pathologie particulière, de toute façon... On se renseigne avant, bien sûr. Alors, dans ton livre, tu nous parles de la méthode Ikigai, et je me suis dit que c'est vrai que quand on rentre, on va vers l'hiver, automne-hiver, on a peut-être envie de savoir un peu plus ce que c'est. C'est des périodes où on peut avoir des petits coups de blues, et puis ça peut nous donner un coup de pouce, voilà, d'adopter cette philosophie. Oui, l'ikigai, c'est un mot japonais qui veut dire trouver le sens de sa vie, la raison pour laquelle on est là. Et c'est vrai que je trouve que c'est une période parfaite pour se poser ces questions, qu'on peut se poser d'ailleurs là en écoutant. Qu'est-ce que vous aimez ? Qu'est-ce qui vous fait plaisir ? De quoi le monde a besoin ? Donc, est-ce que c'est... D'après vous, hein, évidemment, du respect, de l'écologie, des rêves, de la liberté, enfin, on peut penser à tout. Aussi se demander pourquoi est-ce que vous êtes doué. Mais faut ratisser large, en fait. Ça sert à rien. On n'est pas en train d'essayer de rentrer dans une école de commerce. En fait, créer un peu le métier de vos rêves. Parce que vous êtes unique, donc il n'y a que vous qui pouvez incarner votre message. Donc, pourquoi vous êtes doué ? Ça peut être positif, ça peut être fédéré, ça peut être voyager, ça peut être avoir une bonne écoute, ça peut être un bon orateur, enfin, ça peut être plein de choses. Oui, détecter, dénicher ses talents, en fait. Exactement. Ouais. Et puis avec bienveillance, ne pas mépriser que vous êtes doué à
faire votre lit ou vous occuper des petits-enfants ou planter. Enfin, il n'y a pas d'hiérarchie, en fait. On a besoin de tout le monde et tout a une importance. Moi, je vois, j'ai une amie, je trouve qu'elle est extrêmement... Elle n'en a pas fait son métier, ou peut-être un peu par certains côtés, mais elle est extrêmement douée pour ranger. C'est la Marie Kondo, c'est ma Marie Kondo, elle s'appelle Marie d'ailleurs. C'est ma Marie Kondo à moi. Mais c'est incroyable avec ses mains, comme elle arrive à faire... elle range une valise, c'est presque de l'art, tellement c'est beau, bien rangé, ordonné. Et moi, je suis incapable de faire ça, par exemple. Et elle, c'est un vrai talent. Ah, mais je suis tellement d'accord. En fait, on a tous des talents, vraiment. Enfin, et ça, moi aussi, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui savent ranger ou qui... Enfin, certaines choses que je ne sais pas faire. Donc, il y a pas de... C'est génial, en fait. Ouais. Toute la palette de couleurs des êtres humains que nous sommes, c'est génial. Donc, il faut mettre en avant nos talents... quoi qu'il soit, en fait. C'est ça. Alors, sur l'exemple de menu pour l'hiver, et puis évidemment les fêtes, que faire ? C'est vrai que pendant les fêtes, même si on aime bien parfois faire des choses un peu alternatives, avec d'autres farines, tout ça, on a tendance à revenir sur des plats finalement assez tradis. Parce que dans la famille, nous on est peut-être un peu sans gluten, sans laitage, etc. Mais tout le monde ne l'est pas toujours forcément, donc on revient à des choses comme ça. Est-ce qu'on arrive à trouver un entre-deux ? Oui, on peut trouver des entre-deux. Déjà, je trouve que pour les fêtes, la présentation compte beaucoup parce que c'est un moment de partage. Il faut que les tables soient belles. On se nourrit de tout ça aussi pendant les repas. Donc, moi, je trouve que les courges farcies, c'est toujours joli, surtout quand on peut trouver des petites Jack B. Little. Vous savez, ces toutes petites citrouilles. Ou des colocains. Très mignonnes, là. Très mignonnes, qui ressemblent à des petites miniatures. On voit le truc de poupée, tu sais, on dirait la dinette, là. Exactement. Donc ça, on peut les faire farcir avec des champignons, des châtaignes, un peu de miso, du tofu, plein d'herbes, des noix. Enfin, on peut mettre ce qu'on veut dedans. Pour les fêtes, je trouve ça pas mal aussi pour l'apéro. J'adore faire du caviar végétal à base de graines de chia, de charbon activé pour la couleur noire. On peut mettre de l'huile de sésame torréfiée pour le côté gras un peu, des algues nori. Enfin, on peut vraiment se faire un petit caviar. J'aime bien les mettre d'ailleurs dans des boîtes qui ressemblent à des boîtes de caviar. Et avec ça, on peut le servir sur des petites galettes de sarrasin à la place de blinis bien croquantes. Il est dans le livre, cette recette est dans le livre ? Il est dans un de mes livres. Mais pas celui-là. Pas celui-là. On pourra peut-être le donner sur nos réseaux. Bien sûr, je vous donnerai la recette avec plaisir. Et puis aussi, par rapport à la présentation qu'on peut retrouver dans le livre, j'ai adoré faire un butternut qui est coupé, vous savez, ça s'appelle Haselback. Oui. Vous voyez, tu vois que c'est quand on coupe les pommes de terre en très très fines tranches. Donc c'est très joli en fait, ça donne un effet visuel très très sympa. Et en plus, évidemment, la coupe joue aussi sur la cuisson. Donc là, le côté, toute la partie extérieure va être un peu croquante, le centre un peu fondant, et on peut servir avec une petite sauce avec des herbes fraîches coupées. Et c'est vraiment aussi joli que bon. Oui. Là, tu disais, on peut les couper au robot aussi pour que ce soit si fin, ou à la main comme ça ? Alors en fait, le principe du Haselback, c'est que on garde la forme. On garde complètement la forme du légume qu'on aura simplement épluché. Et de cette forme-là, dessus, on va faire des petites stries. Ah oui, d'accord. Et ensuite, on écartera un peu ça. Pas complètement. Pas complètement. Ça ressemble à un accordéon, en fait. Oui, ok, je vois. C'est assez joli. Ouais, super. Un exemple peut-être de menu pour l'hiver, comme ça, ou même qu'il y a en ce moment, automne-hiver. Moi, j'aime beaucoup... alors là, je vais vous dire pas mal de choses, même si quand j'invite des gens chez moi, ou encore plus quand je fais la cuisine pour ma famille, je fais en général un plat unique. Je me facilite la vie. Oui. Et en plus, on n'a pas besoin, encore une fois, d'avoir des règles d'apéro, entrée, plat, dessert. On peut faire les choses beaucoup plus simplement. Et il y a une recette que j'aime et qui est tellement simple et tellement pas chère aussi. Tellement bonne. Et tellement bonne, bien sûr. qui s'appelle la zuppa di legumi. Ouais. Alors, j'ai un ami italien qui cuisine super bien ce qu'on appelle la cucina povera. Ouais. C'est la cuisine pauvre italienne. Donc, c'est vraiment avec des produits bruts. Et c'est toujours de la magie. C'est vraiment merveilleux. Et donc là, cette soupe, ce qu'ils appellent les legumi, c'est nous ce qu'on appelle les légumes secs. Oui. Donc ça va être une soupe avec on va cuire tout en même temps. Donc en plus, c'est bien pratique. De l'orge, du sarrasin, on peut mettre des lentilles, des pois chiches, des haricots. On peut mettre légumineuses et céréales. On fait tout cuire en même temps, on garde l'eau de cuisson, donc ça va faire un mélange un peu épais. Et là, au dernier moment, on râpe du parmesan bien frais,
on met un filet d'huile d'olive, un petit peu de gros sel, et c'est délicieux. Et c'est tout simple. Ah oui, c'est vraiment... On cuit combien de temps, ça? Parce que les pois chiches... c'est... Alors, les pois chiches, évidemment, on les cuit... avant. On les fait tremper bien avant, et on les met en premier dans la préparation. On peut ajouter un peu tout ce qu'il y a. L'idéal, c'est de faire cuire dans un bouillon, si vous avez pu préparer un bouillon avant. Mais ça, c'est quelque chose que j'adore. Mais aussi les oignons... Et tu le sers en plat, du coup? Je le sers en plat, comme ça, en plat unique. Et en fait... c'est aussi, je trouve, intelligent nutritionnellement, parce que ça va pas se boire comme une soupe rapidement. On va le mâcher, donc on va commencer à le digérer. Il y a de la matière. En plus, c'est très satiétant. On n'a plus du tout faim après. Et je trouve qu'il y a un côté partage que je trouve assez joyeux, qu'il y a moins dans les plats à l'assiette ou dans les parts. Oui, c'est ça. Il est dans le livre ? Oui. Dans le dernier livre, parce que les livres, c'est ton combienième livre, tiens? C'est mon 9e livre. Mais j'en ai fait 2 qui n'étaient pas des livres de recettes. Ouais. Alors, on va passer au printemps, à moins que tu aies envie de rajouter peut-être un ingrédient, peut-être chouchou de l'hiver, comme ça, qui te viendra à l'esprit, sinon... Non, je pense surtout aux produits de la ruche dont tu as parlé, qui sont pour moi vraiment... Alors, pour parler du printemps, pour toi, tu dis que c'est la bonne période pour faire une détox. C'est la vérité, en plus, faire une détox à ce moment-là. Quel est l'organe principalement concerné par la détox? Comment le traiter? Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, c'est surtout le foie. Déjà, le printemps, c'est l'énergie du renouveau. On se lance, c'est un élan. Et alors... Le printemps donc vient après l'hiver, et les organes d'élimination comme la peau avec le froid, les reins avec tout ce qu'on a mangé, bu, les intestins, le foie, etc. sont naturellement très sollicités, mais énergétiquement pas très actifs, plutôt mis au repos. Ah oui. Donc là, au printemps, ils sont un peu encrassés en fait. Donc au printemps, on va les solliciter, et cette période, c'est vraiment l'idéal pour faire une détox globale, donc détox même d'intérieur, pourquoi pas ranger chez soi, appeler sa copine Marie ou Marie Kondo pour nous qui ne la connaissons pas malheureusement. C'est ça. Et donc pour la détox du foie, donc en fait, on va soutenir le foie. Déjà, il y a des techniques comme par exemple mettre une bouillotte d'eau chaude, ou moi je remplis aussi parfois des bouteilles vides d'eau bouillante. On met une bouillotte, ou en tout cas du chaud, sur le foie, qui est sur notre partie droite du ventre, un peu en dessous de la côte droite. Parce qu'en fait, le foie a besoin de chaleur pour faire bien son travail. En fait, on ne va pas le détoxifier, on va soutenir son travail. Il aime la chaleur, le foie. Donc ça, c'est le premier chose. De toute façon, c'est bien d'avoir toujours une bouillotte chez soi, parce que là, on parle du printemps, mais c'est vrai qu'à Noël, au moment des fêtes, c'est bien d'avoir la bouillotte, quoi. C'est génial d'avoir une bouillotte. Ouais. Vraiment, la bouillotte, c'est... Moi, j'adore la bouillotte. Déjà, c'est le moment aussi de faire pour soutenir le foie, on peut faire des infusions. Selon son envie et la température, on peut faire des infusions fraîches ou chaudes de plantes qui vont soutenir le foie. Donc, comme le chardon-marie, le bol d'eau, le romarin. Oui. Et ça, c'est assez intéressant. On peut aussi consommer des aliments amers. Parce que l'amertume va faire sécréter plus de bile, et donc va aider le travail du foie et de la digestion. On pense aussi au radis noir que t'aimes bien, toi. Exactement. Je me souviens, la dernière fois dans le podcast, tu nous avais donné une recette, il me semble, à base d'un radis noir creusé, c'est ça? Incroyable que tu te rappelles de ça, ouais. Je l'ai pas réécouté le podcast récemment, mais j'ai parlé de cette recette à quelqu'un il y a pas longtemps avec du miel, c'est ça? Exactement, on coupe en tronçons son radis noir, on fait un petit trou dedans à la cuillère, on met une cuillère de miel, et ça va faire sortir le jus du radis noir autour, et chaque matin, on prend une petite gorgée. Alors, ce à quoi la personne à qui j'expliquais ça m'a répondu, mais si on prenait d'un côté du miel et de l'autre le radis noir, est-ce que ça fait la même chose, ou est-ce qu'il y a une chimie qui se passe, qui sécrète des choses particulières? Non, je pense que ça ferait la même chose, sauf que là, on lance pas la digestion, donc le jus du radis noir et du miel sont immédiatement en fait intégrés par notre petit ami digestif. Et puis, c'est plus pratique, c'est plus facile. Le radis noir, parfois, ça peut être un peu difficile à manger, à part pour les gens qui adorent ça, comme moi, ou on peut le cuisiner de plein de façons différentes, etc. Mais c'est vrai que c'est moins spontané que croquer dans une carotte. Oui. Et avec cette technique-là, ça permet de prendre les bienfaits du radis noir sans se compliquer la vie. Tu parles aussi au printemps qu'on peut faire une détox mentale, c'est bien à ce moment-là? Ouais, c'est idéal. Donc c'est l'idéal. Donc c'est peut-être le moment de se poser des questions, de se mettre des règles aussi
par rapport à tous les écrans et les réseaux sociaux, etc. Et de se dire aussi que pour ce nouveau moment, se demander ce qu'on ne veut plus et les choses, mais aussi les gens qu'on n'a plus envie d'avoir dans notre vie, parce que parfois on reste collé pour des raisons multiples à des personnes qui nous sont toxiques. Et parce que parfois, les personnes toxiques sont des gens qu'on aime aussi. Donc c'est peut-être le moment de prendre une distance volontaire, encadrée par soi-même, mais vraiment décidée, pour après éventuellement revenir à une relation plus saine, mais se débarrasser des choses que l'on ne veut plus. Tu dis que ça peut être aussi le bon moment de démarrer, pourquoi pas un journal, pour poser des choses. Oui, je remarque, malheureusement je ne le fais pas en ce moment, mais quand Alors tu as eu un bébé il n'y a pas longtemps, donc tu es bien occupée aussi, on peut le préciser. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais c'est vrai que quand je tiens un journal, en fait, les idées sont sorties. Déjà, elles sont beaucoup plus claires pour moi que quand elles sont dans ma tête, mélangées à plein de choses, le repas du soir, le machin, le temps, la météo, j'ai mal aux pieds. Il y a plein de trucs qui se... Là, tout d'un coup, c'est posé. C'est presque comme si ça m'aidait à prendre de la hauteur, à prendre de la distance. Je regarde Enfin, je les regarde même pas, d'ailleurs, je ne les lis plus, mais de ma tête, à travers mes doigts, c'est posé sur cette feuille, et ça n'est plus en moi, quelque part. Ouais. Et ça m'aide aussi à structurer. Parfois, j'écris... voilà ce que j'ai envie aujourd'hui. Voilà ce que je ne veux pas. Enfin, je mets d'ailleurs plutôt ce qui me plairait. Ouais. T'écris à la main ? J'écris à la main, ouais. Ouais, j'écris à la main, et j'écris très mal. Et je me dis, tant mieux, comme ça, personne pourra voir à quel point je suis tordue. Relire tous tes secrets, les plus intimes. C'est ça. Alors, puisqu'on est au printemps, peut-être un exemple, encore une fois, d'un menu sain, un plat très aimé de toi. C'est plus difficile, je trouve, quand on n'est pas dans la saison et qu'on parle d'une saison, de se projeter dedans. Hein. Oui, c'est vrai que c'est un peu difficile. En tout cas, pour moi, c'est toujours plus difficile. Je sais pas pour toi. C'est vrai. Alors, le premier truc qui me vient, mais c'est évidemment parce que le nom se rapproche de la recette, enfin de la saison, c'est le rouleau de printemps. Oui. Mais c'est quand même vraiment sympa, les rouleaux de printemps. Déjà, parce que je ne sais pas pourquoi tous les éléments séparés sont quand même beaucoup moins marrants que quand ils sont ensemble dans cette feuille de riz. Ça peut être succulent ou pas bon du tout en fonction de là où on les trouve, quand on ne les fait pas soi-même. Moi, j'adore les rouleaux de printemps. Ouais, c'est un ratable pour toi ? Pour moi, c'est un ratable, même quand il y a Alors, comment on fait un bon rouleau de printemps, tiens ? Alors déjà, ce qui est sympa avec les rouleaux de printemps, c'est de le faire comme une petite activité ludique au dîner. Donc, de prévoir un grand saladier d'eau tiède au milieu de la table, de mettre des feuilles de riz et que... Sur la table, il y a un peu de tout. On les trouve en magasin bio facilement. On les trouve en magasin bio. J'ai vu même qu'on pouvait trouver des galettes de riz complet. J'ai trouvé ça intéressant. On peut même les fabriquer soi-même, si on a de la patience, les galettes de riz. Et enfin, les feuilles de riz. C'est les grandes feuilles. Oui. Et donc, sur la table, on va mettre des herbes aromatiques, menthe, coriandre, persil, basilic, tout ce qu'on veut. On peut mettre des graines germées. Vraiment, c'est le moment aussi des graines germées. Enfin, c'est toute l'année le moment des graines germées, mais le printemps, c'est vraiment... Ça va nous aider. Des légumes crus, cuits, comme on veut, des bâtons de carottes, de concombres, de patates douces. Enfin, on peut vraiment mettre tout ce qu'on veut. On peut mettre, si les personnes consomment des protéines animales, on peut mettre un peu de poulet ou un peu de crevettes. Et puis, évidemment, des sauces. Donc là, les sauces, moi, je trouve que c'est très excitant pour les rouleaux de printemps. On peut mettre du tofu aussi, de la mangue. Enfin, on peut mettre des fruits si on a envie. Et pour la sauce, moi, j'adore faire une sauce avec du beurre de cacahuète. Du beurre de cacahuète, du citron pressé, un peu de vinaigre de cidre bio, un peu de tamari. On mélange tout ça. On peut délayer avec un peu d'eau si c'est trop fort ou trop compact. Et puis, c'est une sauce qui est vraiment délicieuse. Si on mélange pas les ingrédients, on trempe après le... Voilà, on trempera après la sauce. On peut même rajouter un peu de sirop d'érable si on est très coquin, et un peu de piment même. C'est vraiment délicieux. Et puis, donc, à table, chacun va tremper sa feuille de riz dans l'eau tiède, faire son petit mélange au centre de la feuille de riz et replier les côtés à gauche, à droite, et puis les deux bouts. Et ça nous donne cette sorte de nem. Et on trempe dans la sauce et c'est quand même hyper sympa. Chacun peut faire ce qu'il veut, quoi. Et puis d'ailleurs, ça peut réunir aussi les familles quand il y a un végétarien, un vegan, une personne qui consomme pas de lactose, une autre pas de gluten. Le rouleau de printemps, ça peut vraiment... Oui. Après, il faut avoir beaucoup d'ingrédients sous la main à présenter à tout le monde, voilà, pour que chacun puisse faire sa sauce, faire sa sauce, son mélange.
Alors, vous ne la voyez pas, Angèle, mais moi, je la vois en face de moi. Il y a des bruits de micro parce qu'elle parle avec les mains. Elle fait sa cuisine. On la voit qui fait les gestes. Elle ne peut pas s'en empêcher, c'est ça. C'est vrai. Forcément, quand on explique, il y a tous ces gestes-là qu'on voit qui reviennent chez toi. On sent qu'il y a ces automatismes. Tu prends toujours autant de plaisir à cuisiner, toi, au quotidien, ou parfois t'en as marre quand même? Non, j'en ai jamais marre. Et ça, je dois dire que c'est parce que j'ai la chance aussi d'avoir une équipe, une super équipe. Et que les 2 heures d'épluchage de patates ou de petites coupes, je les fais plus. Et ça, merci beaucoup à mon équipe de rêve. Et je fais tout pour qu'ils soient heureux de le faire. Et bien. Mais j'adore faire la cuisine. Et malheureusement, aujourd'hui, avec ma vie, etc., je ne prends jamais plus de 6 minutes à faire un dîner pour 5. Mais ça stimule la créativité, cela dit, d'être aussi contraint. Pourquoi 6 minutes? Ça paraît j'ai très remarqué, précis. Non, mais j'ai remarqué parce que constat, c'est un constat. Je pensais que c'était toi qui disais pas plus de 6 minutes. Non, mon copain a chronométré parce qu'en fait, le moment où je les laisse tous dans le bain avec mon copain, je vais faire le dîner. Donc en fait, c'est juste le moment où ils sortent et ils s'habillent. Oui. Et qu'ils marchent jusqu'à la cuisine. Et donc là, il faut que le dîner soit prêt. Donc c'est toujours très rapide. Enfin, chez moi en tout cas, moins pour mes clients heureusement. Mais c'est très rapide et j'adore ça. J'adore ça. Enfin, pour moi, c'est toujours une fête. C'est jamais la corvée de faire un dîner. Mais tu pars par contre des ingrédients qui sont déjà coupés? En fait, la raison pour laquelle c'est un tel plaisir, c'est parce que les ingrédients sont de bonne qualité déjà. Parce que j'ai la chance de faire partie d'une AMAP, donc de connaître la personne qui fait mes légumes, d'avoir plaisir, d'avoir des légumes de saison qui ont des odeurs exceptionnelles et des goûts. Et les légumes sont pas forcément coupés. Donc, ils sont souvent coupés très grossièrement. Je les mets au cuit-vapeur, au vitaliseur de Marion, très souvent. Marion Caplan. Ou alors, je les râpe rapidement. Mais sinon, j'essaie en fait de faire, de recycler les restes de la veille si j'ai fait un plat pour un dîner, par exemple. Par exemple, si je fais un risotto, ça deviendra des arancini, ou une salade, ou une soupe de riz, 1000 choses en fait on peut faire avec. J'adore recuisiner les restes, ça, c'est vraiment mon dada. Et aussi parce que à table, comme les légumes sont les rois, en fait, ils sont tellement... on a envie de les honorer déjà, parce qu'on connaît Luc qui les fait, et puis l'effort qu'il y a eu de la terre, du soleil, du transport, tout ça. Les légumes sont souvent vraiment au milieu de la table, et par contre, chacun met la sauce qu'il veut, du sésame, du poivron, j'allais dire, du pavot, toutes les petites graines, les petites herbes, les petites huiles. On met plein d'huiles différentes à table. Les enfants aussi? Les enfants adorent. Parce que les aînés ont quel âge? 4 ans la plus grande, 4 ans, 2 ans. Et elles sont déjà habituées à faire leur petite... Et puis elles écrasent, donc en fait, le travail, ils le font eux, sans se rendre compte. Elles font leur purée, leur machin. Et puis j'aime beaucoup, j'ai des petites stratégies aussi pour leur faire manger vraiment des légumes. Quand j'ai vraiment pas le temps et que je fais des pâtes, par exemple, je râpe toujours dans la cuisson et au moment où je les sors, pour qu'il y ait du cru et du cuit, des légumes. Ça peut être de la courge, de la courgette, de la carotte, de la patate douce, peu importe. Je râpe toujours un légume dans un plat de pâtes. Je ne sers jamais des pâtes comme ça. Mais ça, c'est très astucieux de faire cuire avec l'eau des pâtes, en fait, parce que ça cuit très vite, un légume râpé comme ça. Oui, c'est très rapide. Et ça perd pas trop de propriétés. Mais c'est pour ça que je mets quand même du cru à la fin. Je le fais aussi en cru. Pour qu'il garde les vitamines. On gardera les minéraux quand ils sont cuits et les fibres. En revanche, tout ce qui est vitamines et énergie, il vaut mieux que ce soit cru. Super, merci pour cette astuce. C'est vrai que ce qui est difficile parfois en cuisine, c'est aussi de se renouveler et d'avoir des idées. Ouais, c'est vrai. Toi, tu es nourri d'idées comme ça, hop, tu vois tout de suite ce que tu peux faire. Alors moi, j'ai la chance d'avoir une grande, comme c'est mon métier, un grand dictionnaire d'idées, mais j'apprends encore énormément, et notamment quand je vais chez cet ami italien. À chaque fois, je lui colle au basque pour voir tout ce qu'il fait, parce que il m'apprend des nouvelles choses tout le temps. En fait. Donc par exemple, la dernière fois... Il en a fait son métier, lui, non? Pas du tout. Pas du tout. C'est un passionné, puis il connaît de la cuisine du terroir italienne, c'est ça? Ah oui, vraiment, c'est son arrière-grand-mère qui lui a appris à cuisiner. Et en fait, c'est quand il s'est jamais intéressé à ça. Pour lui, c'était un truc, mais alors loin de lui, cette idée de savoir cuisiner. Sauf que quand il s'est retrouvé à faire ses études à Londres, à se rendre compte qu'en fait, il mangeait très bien et qu'il s'en rendait pas compte. Et que là, tout d'un coup, il détestait tout ce qu'il mangeait. Il est retourné en Italie chez lui pendant l'été. Il a dit à son arrière-grand-mère, bon,
apprends-moi, je suis prêt. Et en fait, elle lui a tout appris. Et pour l'arrière-grand-mère, ça devait être un sacré cadeau de transmettre ça à son petit-fils. C'est exceptionnel. Enfin, son arrière-petit-fils. Ouais. Il fait les pâtes, les raviolis. Ouais, génial. Bon, on pense à lui alors. Alors, est-ce qu'on peut passer à l'énergie de l'été ou tu as envie de nous repartager quelque chose peut-être pour le printemps ou un ingrédient qui est particulièrement bénéfique ou un légume ou voilà, on peut... Pour le printemps, non, je pense que à part tout le côté énergétique, mental qu'on peut mettre en place aussi. Non, je pense qu'on est bon. On est bon. Alors, l'énergie de l'été, c'est vrai qu'en médecine chinoise, c'est la saison du cœur. Comment est-ce qu'on peut appréhender cette saison, en fait, au mieux ? Voilà, et on peut s'y préparer. C'est vrai qu'en médecine traditionnelle chinoise, on se prépare aux saisons un peu avant le début de la saison. C'est aux vrai. Intersaisons. C'est vrai. Et alors, c'est la saison du cœur, donc de l'expansion, du rayonnement, du moment où, en fait, on va pouvoir vraiment partager toute sa lumière. Ouais, c'est ça. C'est une période un peu de grâce aussi, où on récolte ce qu'on a semé, donc tout le travail de l'année, où on passe des moments avec sa famille, avec ses amis. C'est aussi une période où on peut faire des monodiètes. Oui, c'est ça, j'allais te dire. Ouais, c'est ça, toi, tu recommandes un peu la monodiète. Ouais, moi je pense que c'est bien, au tout début de l'été, de faire des monodiètes, parce qu'en plus, il y a plein de fruits. Il y a les cerises, notamment. Oui, tu parles des repas de fruits, toi. Des repas de fruits, ouais, c'est vraiment... Parce que c'est vrai qu'on a moins faim l'été. Il faut bien s'hydrater, les fruits sont gorgés d'eau, donc ça peut être intéressant. Et la cerise, je pense à ça parce qu'on pense peu à la monodiète de cerise parce que souvent on associe les monodiètes à des régimes. Et donc, comme la cerise est très sucrée, et la pomme de terre d'ailleurs aussi, en hiver, la pomme de terre c'est hyper intéressant en monodiète. Mais en fait, c'est extraordinaire quand même d'avoir... en plus, on alterne les variétés de cerises de juin à... même de mai à septembre, de manière à en avoir un peu pendant tous ces mois-là. Oui. Et la cerise, c'est bourré d'antioxydants. Certes, c'est sucré, mais faire un repas de fruits de cerise, c'est hyper agréable, en fait. Alors, c'est vrai qu'on dit que l'été, on a un peu moins faim, mais en même temps, l'été, c'est aussi les moments où on se retrouve, où on peut parfois passer du temps à table avec les amis, les apéros qui s'enchaînent, etc. Donc, je dirais qu'il y a un peu les deux, quoi. Ouais, c'est vrai. Ouais, c'est vrai. Tu dois vivre ça, toi aussi. C'est pour ça que c'est pas mal de faire un repas. Quand le repas n'est pas social, on mange des fruits et par contre, après... On peut faire tout ce qu'on veut, quoi. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai que l'été, quand l'été arrive, mes enfants me disent... Ah ben voilà, c'est l'été qui arrive, on va repartir pour un peu toujours la même nourriture, les haricots verts, les melons, les tomates, les salades, enfin vraiment ce qu'on trouve en été sur notre terre à nous, dans l'Ouest. Et encore une fois, moi j'ai tendance à faire un peu toujours la même chose, des tiens d'été, etc. Comment est-ce qu'on peut sortir un peu de ça ? Alors on peut sortir en cassant un peu les codes. Par exemple, moi j'adore faire une tarte rustique aux tomates avec de la feta. Et en fait, les tomates, on va les mettre entières. Juste les ébouillanter pour y enlever la peau, laisser le pédoncule dessus. Et en fait, on va faire la tarte autour, une tarte rustique, et ça va être super joli sur la table. On peut aussi faire des gazpacho, des soupes. Par exemple, la soupe de maïs, c'est tellement bon. Et l'été, c'est un délice de maïs frais avec du céleri, des oignons, de l'ail. On peut faire aussi moi, j'ai une passion pour la feta rôtie. Ah oui, moi aussi, j'ai une passion pour la feta, moi. Non, mais alors, la feta rôtie, simplement une feta au four, avec un filet d'huile d'olive, rien que ça, quand on le sort pour l'apéro avec les copains, c'est un délice. Mais si on veut rajouter des tomates dans notre four ou des courgettes... Des figues. Des figues, c'est délicieux. Et ensuite, éventuellement, les mettre dans un plat de pâtes, ça marche super bien. On peut faire aussi des tchatchoukas. Tchatchouka, qu'est-ce que c'est ? Les tchatchoukas, c'est comme une... Tchatchouka kezako. Kezako, c'est comme un peu une ratatouille avec du poivron et tout ça. Ça vient du Maroc. Et au milieu, il y a un œuf mollet. Et donc, c'est hyper sympa. Ça se prend pareil. On peut le partager, donc le prendre avec du pain. Et chacun piochera un peu dedans. J'aime aussi beaucoup le halloumi. Oui. Donc, on peut faire une sorte de petit mijoté. Alors, l'halloumi, moi, c'est quelque chose que j'ai découvert assez récemment. Peut-être que certaines et certains ne connaissent pas. Oui, c'est vrai que c'est très récent. Ça vient de Chypre, c'est ça ? Voilà, ça vient de Chypre. C'est un
fromage, un mélange de lait, et le fromage est un petit peu caoutchouteux en fait. Et il se mange, alors quand on le voit comme ça, on trouve qu'il n'a aucun intérêt, mais alors dès lors qu'il est tiède, revenu à la poêle ou au four, coupé en fines tranches, tout d'un coup, il est magique. Oui. Moi, je trouve ça vraiment délicieux. Et aujourd'hui, on en trouve, j'ai vu même dans les grandes surfaces qu'on trouve du halloumi dans les magasins bio. Alors, c'est vrai qu'on m'a signalé qu'en effet, sur l'halloumi, il y avait tellement cet ingrédient avait tellement de succès que dans les pays qui le produisent, ils ont du mal à s'en procurer. Donc, peut-être qu'on peut y aller peut-être un peu mollo, quoi. C'est comme vrai, toujours. Hein, c'est vrai, il faut faire attention à tous les produits à la mode, c'est vrai. Oui. Ça a été pareil un peu comme avec l'açaï. Ou l'avocat. Voilà. Voilà. C'est ça. Donc, si on en prend de temps en temps, il n'y a pas de problème. Mais... Que ce soit pas, le repas de base. Ouais. Peut-être une autre manière de cuisiner quelque chose de particulier en été. Oui, alors il y a une recette d'ailleurs qu'on a faite pour ce livre que je trouve vraiment délicieuse, et quand je vais vous la dire, vous allez peut-être trouver ça un petit peu bizarroïde, mais croyez-moi, c'est un délice. Faire un coulis de tomates, parce que souvent à la fin de l'été, on a beaucoup de tomates bien mûres, donc on fait des coulis, mais avec des figues, parce que la figue rencontre la tomate en septembre, et du gingembre. Et donc là, on va mettre 1 kilo de tomates, 1 kilo de figues, des oignons, du gingembre, un bouquet garni, un peu de sucre ou de miel. On va bien faire revenir tout ça. Et croyez-moi, cette sauce tomate, c'est un délice. Et là, tu la sers avec des pâtes ou du riz même? Voilà, moi je fais plutôt du riz, du sarrasin, du quinoa. En fait, ça fait vraiment une sauce qu'on va pouvoir utiliser toute l'année, en fait. Mm-hmm. Et quand on fait bien cuire et qu'on désinfecte nos pots, etc., qu'on les ait bouillantes, ça peut se conserver très longtemps. Oui. Alors peut-être qu'on pourrait passer maintenant à l'automne avec ces aliments bénéfiques incontournables. Alors l'automne, c'est la saison des récoltes. Est-ce qu'il y a aussi une différence entre celles que l'on cueille soi-même, les fruits ou légumes de son jardin, qui sont directement du jardin à l'assiette en termes aussi de propriétés de nutriments? Bah oui, évidemment, après le mieux est l'ennemi du bien, on fait comme on peut, mais c'est sûr qu'il n'y a rien de mieux qu'un produit, et juste un produit qu'on vient de cueillir et qu'on met immédiatement à la bouche. Ça, c'est l'idéal, évidemment. Ouais. Mais on fait comme on peut, sans complexe. Mais par contre, ce qu'on peut faire quand on est citadin ou qu'on n'a pas accès à un potager ou à la nature, c'est apprendre à reconnaître. Parce que parfois, même une petite balade, on se rend compte que les orties, on peut en prendre, les fougères, les jeunes fougères là, qui font comme des petits tournicotis. Un peu. Ah non. Oui. Tout au début, avant les jeunes pousses. Les jeunes pousses, c'est délicieux, les jeunes pousses de fougères. Enfin, il y a plein de trucs comme ça qu'on peut trouver un peu dans la nature gratuitement et se faire à la maison. Après. Comme les salades de pissenlit. Voilà, parfait. On n'en a pas parlé au printemps. En Suisse, on appelle ça les dents de lion. Oui. Voilà, donc c'est vrai qu'il faut savoir les reconnaître et puis faire un petit peu attention en les lavant et bien savoir reconnaître les plantes, parce qu'il peut y avoir aussi des accidents. Oui, les plantes comme les champignons, c'est vrai qu'on ne s'aventure pas si on ne connaît pas. Non. Des ingrédients d'automne, puisqu'on est sur cette saison, que tu aimes bien. Et puis, pareil, peut-être quelques compléments alimentaires et bonnes pratiques qui pourraient nous aider cette saison. Alors, les ingrédients d'automne, donc là, on entre dans les courges. Ouais. Donc, c'est pour moi un grand bonheur parce que j'adore les cuisiner en gâteau, par exemple, pour remplacer le beurre, en soupe, en salade, en pâte, en gnocchi, des gnocchis de patates douces avec des pommes de terre. Quel délice! Donc oui, là c'est une saison que j'aime particulièrement. Il y a aussi tous les choux-fleurs et tout ça. Mais c'est vrai que tu as dit en gâteau, mais on n'est pas forcément habitué à retrouver des courges en gâteau, alors qu'en fait ça s'y prête très bien. Ça s'y prête très bien. Déjà, c'est naturellement tellement sucré que ça va nous permettre de baisser vraiment beaucoup le sucre dans les gâteaux. Et en plus, la consistance de purée va nous aider à remplacer le beurre ou les œufs, ou les deux même. Ouais. Donc oui, c'est vraiment, ça va apporter du fondant, les gâteaux faits à base de courge ou de châtaigne d'ailleurs, qui sont aussi un ingrédient important de la saison, c'est parfait. Et puis les champignons, bien sûr. Ouais. Là, c'est le moment des champignons, des cueillettes, les pieds de mouton, les chanterelles, les trompettes de la mort, les cèpes, les girolles. Les girolles, là, là. Et tu fais quoi en poêlée, principalement? Comment tu fais une bonne poêlée de champignons, tiens? Alors, les champignons, moi, j'adore vraiment beaucoup ça. Et alors, par contre, ça, c'est vraiment mon copain qui les cuisine parce que c'est un
pro du champignon. Ouais. Donc déjà, évidemment, les champignons, on les trempe pas dans l'eau parce que ça devient des éponges vraiment. Donc on nettoie le chapeau avec un torchon humide. Et puis pour le pied, on enlèvera au couteau les parties un peu terreuses. Et puis cette partie-là, d'ailleurs, nos petites parures, nos déchets de champignons, on les garde. Et si on a accès à un petit coin de nature, on se crée son propre coin à champignons parce qu'il y a des spores dedans. Donc on va pouvoir aider éventuellement à faire un petit coin à champignons. Et puis après, donc ça dépend des champignons, mais par exemple pour les cèpes, je les coupe assez finement, mais pas trop. Et j'adore les couper avec le pied et le chapeau, que ça fasse cette jolie forme. Ouais. Et déjà les cèpes, quand c'est les bouchons de champagne, donc c'est les tout petits cèpes qui viennent de sortir, à pas confondre avec certaines amanites. Il faut bien les connaître, parce qu'il y a certaines amanites, quand elles sont toutes petites, qui ressemblent à des bouchons de champagne. Les bouchons de champagne, c'est les cèpes très jeunes. Donc toujours aller auprès soit de la pharmacie, soit d'une association. Oui. Voilà, exactement. Ou des applications, etc. Et donc les bouchons de champagne, on peut les faire en carpaccio. Alors très très finement coupés, avec un petit pesto par exemple, ou un petit filet d'huile d'olive. Du parmesan. Du parmesan, mais rien que ça, c'est un délice. Et sinon, pour la bonne poêlée, le secret, c'est que la poêle soit bien chaude. On met beurre ou huile d'olive, ou les deux. Et une petite persillade avant, donc un peu d'ail, un peu de persil. Et puis, on les fait revenir bien sur une face, bien sur l'autre. Quand ils sont bien dorés et qu'à la fourchette, ça ne bute pas, on peut les prendre avec... C'est que c'est bon. C'est que c'est bon. Rien que d'y penser, ça me donne envie. Oui, c'est vrai, moi aussi. Moi, j'adore les champignons, vraiment, vraiment. Complément alimentaire, peut-être, avoir une bonne pratique là-dessus, puis après, tu nous redonneras peut-être une recette préférée, tiens. Avec plaisir. Alors, pour les compléments alimentaires, donc Enfin, compléments alimentaires ou plantes ou solutions naturelles, un peu pour la santé, voilà. L'idée, déjà, en automne, c'est de déstresser, parce que ce serait aussi une des raisons pour lesquelles on perdrait nos cheveux, comme les feuilles des arbres tombent, mais le stress vraiment décuple ça. C'est un moment où on est fatigué, très souvent. Donc, on peut prendre de la vitamine B12, qu'on associera avec du magnésium marin. Donc, la vitamine B6, la vitamine B6, qu'on trouve dans les fruits secs, dans les lentilles. Le magnésium, on le trouve dans le chocolat, etc. On peut prendre aussi de la vitamine C contre cette fatigue. Donc, de la cérola, du persil, du kiwi, qui sont en plus pleins de fer. On essaie de bien se reposer, d'écouter, de regarder le cycle de la journée. Je sais que c'est difficile, qu'il fait jour tard, que c'est pas facile toujours de se coucher tôt ou de couper les écrans, mais en fait, ce serait vraiment génial pour Il fait jour, préserver. Tu veux dire plus tôt. Il fait nuit plus tôt. Il fait nuit plus tôt. Oui. Il fait jour tard, voilà. Tu disais. Donc là, on est en automne, donc il fait nuit plus tôt, on va dire. Il fait nuit plus tôt, mais aussi le soleil commence à... Enfin, quand on se réveille le matin, il fait toujours un peu nuit. Oui, c'est ça. Il fait déjà un peu nuit. Oui. Encore un peu nuit. Il fait encore un peu nuit, mais ce matin, par exemple, on enregistre cet épisode, il pleuvait et il faisait encore nuit très tard. C'est pour ça que je dis ça, en fait. On avait l'impression qu'il faisait encore nuit, c'est vrai. Et c'est pour ça que je dis ça, parce qu'en fait, c'est tout à fait personnel. C'est parce que ce matin, moi, je mets pas de réveil, je mets jamais de réveil. Il y a eu ça. Je dors la fenêtre ouverte. Et ce matin, normalement, je me réveille à 7h30. Et là, ce matin, je me suis réveillée à 8h10 parce qu'il faisait encore nuit, en fait. Donc, j'ai couru de partout, d'où mon anecdote. C'est ça. C'est vraiment, tu dis, une saison aussi de transition. On passe du chaud au froid. Voilà, on peut on peut danser, on peut quand même ouvrir la fenêtre. Tu donnes aussi des astuces sur que faire quand on se plaint, par exemple. C'est une saison où on essaye un peu de faire le point sur sa vie. C'est vrai que j'ai remarqué, et je pense que c'est un vrai travail, comme le bonheur se cultive. Le fait de ne pas se plaindre, c'est un vrai boulot, parce que c'est tellement facile, en fait, d'aller dans ce qui va pas, dans la râlerie et tout. On a tous nos trucs. Et l'idée, c'est un yogi qui m'avait dit ça, l'idée, c'est pas d'éviter les vagues, c'est d'apprendre à surfer. Donc les problèmes, on les aura tous. C'est pas ça l'histoire. C'est comment on va réagir face à eux. Et par rapport à la plainte, moi, je pense que tout ce qui coûte ma paix intérieure est trop cher pour moi. Donc, prendre de la hauteur. Se dire que si jamais dans 6 mois, dans 1 an, on ne se souvient plus de ce problème, il ne vaut pas la peine qu'on se prenne trop la tête avec. Et de ne pas essayer d'être parfait, non plus d'être parfaite. On est comme on est, on est humain, avec nos défauts, avec nos qualités. On fait au mieux, mais on ne se met pas trop de charge sur les épaules. C'est ça.
Alors moi, j'ai flashé quand même sur une recette dans ton livre, sur plein, mais celle-ci en particulier, puisque tu parlais des courges et de cette saison, des oranges, c'est le pumpkin latte. Est-ce que tu veux bien nous la décrire ? Ah oui, alors ça, c'est un truc que j'adore faire et je garde toujours quand je cuis des courges, un peu, donc que ce soit à la vapeur ou au four, j'en garde toujours un peu sur le côté pour faire ça. Et donc j'ai une sorte de purée de courges, une courge que je vais mixer, donc réduire en purée, avec un lait végétal dans lequel j'aurais fait infuser de la cannelle, de la cardamome, du gingembre, un petit peu toutes les épices que je trouve, même de l'écorce d'orange, pourquoi pas. Un peu comme un chai ? Un peu comme un chai, exactement. Je filtre ensuite... Plutôt quel lait végétal pour cette recette, tu utiliserais le lait d'avoine, je trouve que ça va bien. Et si on est allergique au gluten, le lait de riz. Moi, c'est celui que je préfère, le lait d'avoine, en fait. Moi, c'est mes deux préférés. Ouais, je trouve, parce qu'il est assez gras. Ouais. Et d'ailleurs, petite astuce pour le lait d'avoine, on peut le faire donc évidemment en mixant des flocons d'avoine, mais aussi on peut le faire très très simplement avec des flocons d'avoine. Donc dans sa gourde, dans sa bouteille d'eau, on met les flocons d'avoine, on shake, et ensuite on filtre. Ça marche aussi très bien. Donc on n'a même pas besoin de mixeur pour faire son lait d'avoine. Ah oui ? Ouais, ça marche très bien. Juste en faisant comme ça, en laissant vraiment, parce que l'avoine va avoir tendance à gonfler, à rendre sa farine et tout ça. Donc ça c'est une petite astuce. Très bonne astuce. Alors sur le pumpkin latte, du coup ? Sur le pumpkin latte, donc après avoir cuit cette courge, on en a fait de la purée, on a incorporé le lait avec toutes ces épices. On mixe bien. Moi, j'aime bien mixer là pour le coup parce que ça donne une jolie mousse. Oui. Et ensuite, on sert tout simplement. On peut mettre par-dessus un petit peu c'est bien mousseux. On peut mettre un petit peu de cannelle. Et ça, c'est réconfortant, c'est délicieux. Ça n'a pas besoin d'être sucré parce qu'avec la cannelle et la pumpkin, enfin la courge, il y a déjà plein de saveurs en fait. Exactement. Oui. Est-ce qu'il y a... alors c'est vrai qu'on pense aussi à l'alimentation des chasseurs-cueilleurs, le régime paléo par exemple. Je me suis demandé si faire des repas un peu de picorage est sain pour la santé ou plutôt à éviter. Oui, moi je pense que le régime paléo est extra. En revanche, c'est bien quand même de laisser, par rapport au picorage, de laisser notre corps pas en digestion pendant un moment dans la journée. Donc soit en pratiquant le jeûne intermittent, soit en se laissant un temps de digestion après chaque aliment, mais l'idée c'est de pas picorer non-stop. Oui. Parce que même quand ce sont des aliments sains, ça c'est un problème que j'ai personnellement, mais même quand c'est sain... Je lève le doigt, ce qui fait rire Angèle, parce que, voilà, les gourmandes. En fait, on va toujours stimuler notre système digestif qui a besoin aussi d'être au repos. Donc oui, bien sûr, cette nourriture-là, de toute façon, plus c'est brut, mieux c'est. On ne le dira jamais assez, ça. Ouais, vraiment. Mais laisser des temps de pause. Laisser des temps de pause. Allez, on arrive à la fin de ce podcast, Angèle, même si j'adore t'entendre. On entend aussi toujours la joie et le rire dans ta voix. Moi, j'adore ça, ta belle voix. Est-ce qu'il y a un aliment que tu manges un peu toute l'année, ou même que nous devrions presque manger toute l'année ? Pas spécialement, en fait. C'est bien d'alterner, d'être au rythme des saisons. Moi, je pense qu'on a une chance folle de vivre dans des pays tempérés, d'avoir des saisons, mais c'est... Quelle joie on a d'avoir hâte de retrouver un fruit, de se réjouir d'en trouver un autre, enfin. Donc c'est le légume qui sera le plus proche de chez vous, qui a consommé. Voilà, c'est ça. Bon, un très grand merci, Angèle Ferremag, d'être revenue dans Métamorphose pour nous parler de l'alimentation saine et de saison. Je rappelle le titre de ton livre passionnant. Moi, je dirais même à mettre sous le sapin là pour Noël, 365 recettes et conseils pour bien manger au naturel, aux éditions Marabout, dans lequel on peut retrouver toutes tes recettes et toutes les recettes qu'on vient d'évoquer. On en mettra peut-être une ou deux sur nos réseaux sociaux. On peut te suivre également sur ton site www.laguinguettedangèle.com, évidemment sur tes réseaux sociaux. À bientôt, Angèle. À bientôt, merci beaucoup. Avec joie. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à lui donner 5 étoiles sur Deezer et surtout abonnez-vous gratuitement sur votre plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Découvrez mes invités en avant-première sur Instagram à l'adresse Métamorphose Podcast et abonnez-vous aussi gratuitement dès maintenant à la newsletter Métamorphose pour être au courant de nos conférences, ateliers et de nos dernières actualités. Pour ça, rendez-vous sur notre nouveau site www.métamorphosepodcast.com. Métamorphose, le podcast qui éveille la conscience. Par Anne Guéquière, tous les lundis et jeudis, dès 7h.
Je remercie chaleureusement notre partenaire Léa Nature, premier fabricant français indépendant de produits bio et naturels en alimentaire, cosmétique, hygiène, diététique et santé. Une entreprise familiale engagée dans une démarche de philanthropie environnementale portée par l'adhésion de leur marque bio au collectif mondial 1% for the Planet et leur fondation d'entreprise.